Même celui-là, hein, ça n'allait pas jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'est un peu jambon. C'est déjà 2 fois. Mais bon, c'est quand même pas mal de pouvoir un peu sortir des mesguilles. Franchement, sortons, quoi, sortons. Pour ouais. un petit peu dans le monde, quoi. C'est important. Ouais. On finit par tourner un peu. Entre son masque. Bon, on se donne quelle heure? Là, il est 32. 33, donc on va commencer. Hein. Ouais. Alors, faut appuyer sur quelque chose ou pas? Allô, allô. Ah, vous nous entendez si. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me permets de vous présenter donc Michael Knaut du Paris & Co. Ouais, Paris & Co étant donc l'agence d'innovation et de développement économique de Paris et sa métropole. Donc, on incube des startups et on accompagne des grandes entreprises dans leur stratégie d'innovation. Voilà, et on a la chance de partager notre stand avec un partenaire de l'innovation, puisque nous sommes donc la Fabrique des territoires innovants et nous travaillons sur l'intelligence collective. Nous avons depuis 5 ans développé des outils, des protocoles, des méthodes inspirées des sciences sociales et du design pour faire travailler les parties prenantes, faire travailler les écosystèmes, puisqu'on part du principe que un sujet de transformation, un sujet d'innovation, si on n'embarque pas toutes les parties concernées, eh bien, il y a de fortes chances que ça mette plus de temps, il y a de fortes chances qu'il y ait des leviers qui ne se lèvent pas. Voilà. Donc, on est 15 et depuis ces années, nous proposons des accompagnements, des ateliers de créativité et de co-développement à travers ce prisme-là. Alors, petite enquête, on vous a un petit peu fait, on va un peu vous faire vivre les... Ça va être un peu interactif. Hein. Voilà, on va vous demander de bouger d'un côté et de l'autre. Enfin, parce que c'est aussi ça qu'on met en place pendant nos ateliers. Puis on s'est dit, on va avoir la chance d'avoir des spectateurs du Salon Pro Durable et on va les faire vivre voilà, une petite échelle, ce qu'on fait faire à nos partenaires, à nos clients. Donc là, la question, qui a déjà mené un projet en collaboration pour avoir un petit sondage donc voilà, c'est bien, on voit qu'il y a un certain nombre parmi vous qui déjà avaient testé cette façon de travailler, cette façon d'innover. On se rend compte, donc Michael et moi, que c'est pas si simple, que c'est pas forcément le premier réflexe que les responsables d'innovation, RSE, territoire pensent. Moi, je vais donner quelques exemples après. Hein. Je vais intervenir en donnant quelques exemples de choses qui ont marché, moins bien marché. Donc, pourquoi nous, on a décidé un jour de s'intéresser à cette forme d'intervention? Eh bien, parce qu'on a fait des constats que de plus en plus, les citoyens avaient besoin de se sentir impliqués dans des décisions, qu'en termes de management, là aussi, les salariés, les collaborateurs avaient une appétence justement à apporter leur idée par rapport à des transformations. Et on a, par ces observations et puis ces recherches qu'on fait depuis 5 ans, on a utilisé cette forme d'intervention comme un vrai fer de lance. Et tous nos ateliers sont orientés à mettre autour de la table les parties prenantes et à faire en sorte de donner des prototypes dans les mains des personnes qui vont être amenées à les utiliser, de mettre entre les mains aussi des utilisateurs, des usagers pour qu'ils puissent rapidement se rentrer dans les attentes et dans les intérêts des futurs utilisateurs, pour qu'eux puissent aussi apporter des éléments de réponse par rapport à des sujets de transformation et d'innovation. Alors, donc notre philosophie, c'est un petit peu ça. Et donc, on a développé des outils, on sait faire décider ensemble, aligner des intérêts par rapport justement à ces sujets d'innovation. Et
est-ce qu'on a prévu de parler tout de suite de l'idée studio ou c'est après le prochain? Voilà. Et donc, non, on vous parlera ensuite de ce qu'on a pu développer justement suite au confinement par ces constats et par aussi le fait qu'il a fallu qu'on se réinvente aussi à distance. Et pour ce faire, on a défini différents outils que je vous présenterai en fin de session. Et je laisse la parole à Michael, qui va nous présenter des exemples voilà, que Paris & Co a fait en termes de collaboration urbaine. Exactement. Alors, donc moi je suis directeur ville durable chez Paris & Co, donc je dirige toutes les actions, dispositifs qui traitent de la ville durable. Alors, Paris & Co est l'agence d'open innovation de la ville de Paris. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept d'open innovation, d'innovation ouverte. Je voulais faire un petit brief. Alors, il y a un peu le graphe de la mort, qui pour moi est un des graphes fondateurs de l'open innovation. C'est un concept qui a été lancé, créé, théorisé il y a une vingtaine d'années par un Américain qui s'appelle Henry Chesebrough. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent des US quand on parle d'innovation. Et il a notamment proposé ce fameux entonnoir, qui est un peu le process de l'innovation, de la R&D, en opposant en fait l'ancienne forme de la R&D d'innovation, ce qu'on appelle l'innovation fermée, où avant il y avait un concept assez linéaire. Donc, cet entonnoir était très linéaire. Les lignes là, orange que vous voyez sur le côté étaient très fermées. C'est une espèce d'entonnoir fermé où les points allaient tout droit du début jusqu'à la fin. Donc on était sur, voilà, j'ai une idée d'innovation, je fais un cadrage, je développe un business case, je développe, je teste et puis je lance sur le marché. Et en fait, ce qu'on a commencé à développer dans les années 2000 aux US, et pas mal dans le secteur technologique, et ensuite ça s'est impliqué à tous les secteurs, c'est cette dimension d'innovation ouverte, où on n'est plus justement sur quelque chose de linéaire, on est sur quelque chose de beaucoup plus zigzagant, et surtout quelque chose de très ouvert, où finalement l'entreprise s'ouvre, et c'est pour ça les petits pointillés, s'ouvre à l'extérieur et va aller chercher des compétences, des savoirs, des partenariats avec des acteurs extérieurs à l'entreprise. Donc il y a différents formats de partenariats. On peut aller chercher de l'innovation externe sur des projets d'innovation à l'extérieur. On peut aller chercher en bas là, du venture investment, donc de l'investissement pour aller financer de l'innovation. On peut aller acquérir de la technologie. Et puis ensuite donc faire rentrer ça dans l'entreprise avec les projets d'innovation qui vont continuer, s'arrêter, changer, évoluer, donc quelque chose de beaucoup plus agile comme on dit beaucoup aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du processus, ça peut s'arrêter, ça peut aller jusqu'au current market, là au bout, comme un produit de l'entreprise qui va sur le marché, mais ça peut aussi, si c'est plus rentable, si ça avait plus sens, générer des spin-offs, donc une nouvelle société, une nouvelle boîte, ou se faire sous forme de licence externe, si on considère que ce n'est pas forcément le mandat principal de la boîte, de développer cette innovation. Et un exemple que j'aime souvent prendre pour illustrer ce concept d'innovation ouverte, c'est celui, si on appuie sur le petit bouton, là, il y a un petit iPod qui va sauter et qui va arriver tout en haut du slide, normalement. Enfin bref, moi je sais pas. Bref. En tout cas, je prends l'exemple de l'iPod. Donc l'iPod que vous connaissez, ce fameux petit Walkman, là. C'est le Walkman que vous connaissez bien. Enfin, il y a une vie finalement relativement courte dans les années, je sais pas, 2003, 2000, 2005. On croit toujours que l'iPod, ça a été lancé, développé par Apple, qui se fait beaucoup d'argent. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ça a été un exemple très fort d'innovation ouverte, où finalement, voilà, pas mal de corporate, il y a eu GE, il y a eu Philips, pas mal de startups sur différents aspects audio, hardware, software, etc., ont collaboré pour donner naissance à l'iPod. Et ensuite, finalement, les revenus qui ont été générés de l'iPod, tout n'est pas allé dans la poche de Apple. Beaucoup de ces revenus de l'iPod sont allés dans la poche de GE, de Philips ou d'autres startups. Voilà, ça a été un très très fort exemple d'innovation ouverte et l'iPod a été créé grâce à cette approche. Voilà, l'open innovation, c'est ce qu'on fait. Et globalement, Paris & Co aujourd'hui, c'est un écosystème de 500 startups qui sont incubées
qui sont 450-500 startups qui sont incubées chez nous chaque année. C'est 170 corporates, donc grandes entreprises également, qui travaillent avec nous. C'est une trentaine d'acteurs publics, institutionnels. C'est le monde de la recherche, les universités. Et donc nous, notre obsession, c'est de faire travailler tout ce beau monde à travers des formats de collaboration business, de coalition d'acteurs, d'expérimentation, d'investissement, financement, pour que ça génère de l'innovation, des nouveaux projets, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et du coup, je voulais vous présenter deux projets, deux exemples très concrets de collaboration inclusive dans la construction de la ville, parce qu'en fait, je suis une ville durable, donc ce qui m'intéresse surtout, c'est les projets donc, immobilier, logistique, mobilité, économie circulaire, tout ce qui touche à la construction et à la gestion de la ville urbaine, de la ville durable, de la ville de demain. Et donc, on a deux expérimentations d'un de nos dispositifs qui s'appelle l'Urban Lab, que certains connaissent peut-être. L'Urban Lab, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, qui est un dispositif en fait, d'expérimentation urbaine. On a deux quartiers d'innovation urbaine dans Paris, un vers la BNF, là, et Austerlitz, Paris-Rive-Gauche, et l'autre vers Chapelle, Saint-Denis-Aubervilliers, donc au nord de Paris. On a un mandat qui nous a été donné par la ville de Paris, une autorisation pour aller expérimenter des solutions dans l'espace urbain. Et donc on a deux beaux projets là, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier projet, c'est donc lisière d'une tierce forêt. Et le projet, en fait, vous voyez les deux photos en bas, avant et après. À l'origine, c'est un projet qui se trouve à Aubervilliers. C'est un quartier qu'on peut connaître, qu'on peut facilement imaginer, avec des bars HLM, avec un parking assez minéral, peu de végétation. Et aujourd'hui, c'est un quartier, en tout cas une zone qui a été verdie, rafraîchie de manière très innovante. Alors comment ça s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, donc c'était il y a 3-4 ans, il y avait un projet, une ambition, en fait, portée par un collectif d'habitants avec l'office HLM qui ont contacté un cabinet d'architectes en disant bon, on aimerait globalement rendre notre quartier plus vert, le rafraîchir. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va faire? Donc ils ont fini par postuler à l'Urban Lab. Ils ont été sélectionnés au sein de l'Urban Lab et ça a en fait généré une dynamique absolument extraordinaire puisque sur différents volets, vous voyez la liste de tous les partenaires. Il y a eu donc très vite, on a pu connecter avec l'Agence parisienne du climat, qui est une des agences liées à la ville de Paris sur tout ce qui est rénovation énergétique, qui a pu mettre en relation cet office et ce projet avec Météo France. Météo France a accepté de mettre un petit dispositif de suivi des températures, de la météo, pour pouvoir apporter une dimension un peu scientifique concrète à l'analyse de données sur le terrain. Il y a eu un travail avec une autre boîte qui s'appelle Écologue, qui est spécialisée dans tout ce qui est végétalisation, forêt, surtout justement ce travail de végétalisation. Il y a eu un travail avec Sol, qui est une boîte spécialisée, une PME spécialisée dans les bétons innovants, pour justement mettre en place un béton poreux. Enfin bref, voilà, donc il y a eu progressivement sur une espèce de... alors j'y reviendrai, mais sur un temps qui initialement devait être de 18 mois, finalement qui a plutôt duré 3 ans. Et voilà, toute une coalition de 15-16 acteurs qui s'est mis en place pour livrer un projet de nouveaux quartiers, nouvelle îlot, rafraîchi, vert, très innovant finalement dans les matériaux, assez exemplaire. Et globalement, c'est la coalition et c'est ce rassemblement de ces acteurs qui, encore une fois, au départ, partaient vraiment de pas grand-chose, en fait, vraiment de quelques habitants, le petit cabinet d'architectes, pour arriver à quelque chose d'absolument innovant et sympathique. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce projet qui vaut le coup d'être visité, le projet vient d'être livré, ça tombe bien, et le 22 septembre, donc bientôt, il y a une visite, donc une balade urbaine et une visite de ce projet à Aubervilliers, lisière d'une tierce forêt. Donc pour les gens qui sont intéressés à aller voir ce projet de leurs yeux, vous êtes tout à fait bienvenus à la fin de la séance, que je vous donne la carte de visite, que je vous envoie les coordonnées de cette balade urbaine. Donc voilà, ça c'est le premier projet qu'on voulait un peu partager. Et puis le deuxième projet, c'est le projet Bocage urbain, où là, vous voyez ici le petit dispositif. Alors là, c'est pas un avant-après, c'est globalement ces deux photos, une sur l'expérimentation initiale dans le quartier, donc Paris-Rive-Gauche,
près de la BNF, et une autre réplication, en tout cas une version rue de Rivoli, donc dans Paris Centre. Et donc là, pareil, initialement, ce projet, c'était Élodie Stéphan, une designeuse qui sortait tout juste d'école. Et donc, elle avait designé un nouveau prototype de noue urbaine. Donc, noue étant, je l'ai appris avec ce projet, étant un système de récupération d'eau de pluie. Et donc elle avait ce projet. Pareil, elle a postulé à l'Urban Lab. Elle a été sélectionnée parmi les projets potentiellement innovants et intéressants de l'Urban Lab. Et à partir de là, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Alors, ça a été pas mal drivé par ICAD, qui a été très séduit, que vous connaissez, j'imagine, qui est un gros promoteur et aménageur qui travaille sur le territoire parisien notamment. Et ils ont été assez clés et assez inventifs sur, globalement, financer les études de faisabilité, financer le prototype, financer le moule, financer une première expérimentation. Nous, on a pu raccrocher à ça d'autres spécialistes, pareil, acteurs du mobilier urbain, du béton, de tout ce qui est plantes, pour pouvoir enrichir le prototype initial d'Élodie Stéphan, la designeuse. Et pareil, le projet a globalement très bien marché. Maintenant, il est commandé par la ville de Paris dans différents endroits, donc il est en train de se répliquer, de se développer. Donc voilà, donc un système, je dirais, assez innovant de récupération d'eau de pluie, de végétalisation ensuite, et donc vraiment de rafraîchissement des espaces urbains. Et ça est même allé assez loin, parce que du coup, ICAD a mis dans son Startup Studio et a cofinancé, co-investi dans la création d'une startup qui s'appelle Virtuo et qui vise à commercialiser ce dispositif de noue urbaine. Donc voilà, ça c'est le beau projet aussi, bocage urbain, que vous d'ailleurs pouvez observer de vos yeux rue de Rivoli, si vous voulez le voir et le toucher. Voilà, et donc globalement, c'est deux beaux. C'est beaucoup ce qu'on fait via l'Urban Lab. L'Urban Lab, c'est une quinzaine d'expérimentations chaque année, donc dans ces deux quartiers d'innovation urbaine, et beaucoup de ces projets très innovants. Finalement, le cœur du sujet, c'est la coalition, c'est la collaboration, c'est mettre des acteurs divers autour de la table pour souvent en fait enrichir une bonne idée au début, mais qui souvent est un peu théorique ou présente des limites, et pour ensuite la développer. Après, bien sûr, ce n'est pas la panacée universelle, il y a ce fameux proverbe là, quand on va seul, on va plus vite, quand on va ensemble, on va plus loin. Ça s'applique très bien à cette table ronde. Donc nous, forcément, une des leçons apprises, et ce ne sera pas une surprise, mais c'est qu'effectivement, ça prend du temps, comme on dit. Et donc on va souvent, effectivement, ça prend un peu plus de temps d'y aller plusieurs, mais encore une fois, on va plus loin. Et puis après, et c'est aussi une des leçons importantes de l'Urban Lab, c'est que l'innovation, il y a aussi des problèmes, je dirais, parfois plus systémiques, des problèmes de réglementation, des problèmes d'usage, des problèmes d'investissement disponible, des problèmes de filière économique. Donc, encore une fois, la collaboration, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée universelle et la garantie de succès quand on parle d'innovation. Mais en tout cas, c'est un prérequis quand on est sur des vrais projets innovants en innovation urbaine. Voilà un petit peu le retour d'expérience qu'on voulait vous faire de l'Urban Lab de Paris Senco. Merci d'illustrer effectivement par ces beaux projets. Après, peut-être qu'il y aura des questions dans la salle. Moi, je vous propose de vivre pendant quelques instants un outil qu'on aime bien utiliser, que ce soit sur les territoires ou que ce soit dans les collectifs, et qui s'appelle le débat mouvant. Alors, le débat mouvant, c'est quoi? Eh bien, c'est à partir d'une affirmation de prendre place dans un groupe, d'expliquer son choix, donc le commenter, d'argumenter dans le groupe et de rebondir sur les idées, voire changer de groupe. Et l'idée ensuite, c'est pendant un court moment de le restituer en plénière. On a choisi cette animation parce qu'on se rend compte que ce b.a.-ba n'est pas toujours présent dans les entreprises, n'est pas toujours présent sur les territoires, et que parfois c'est plaisant de se réapproprier des choses aussi simples que débattre d'un sujet sur lesquels on n'est pas d'accord, et qui permet ensuite
de sensibiliser, qui permet de faire passer des messages, qui permet aussi d'encapaciter des gens à qui on n'a pas forcément demandé souvent leur avis, à qui on n'a pas forcément proposé d'exprimer leur ressenti. Donc je vous propose de partir tout de suite d'une affirmation. Donc d'après vous, le travail collaboratif sera une modalité opérationnelle classique en 2030. Alors je vous propose ceux qui sont pour se mettre de ce côté-là et ceux qui sont contre se mettre de ce côté-là. Alors allez-y, allez-y, allez-y. Et alors pendant ce temps-là, je continue mon explication. Ça veut dire que... J'espère qu'il y en a qui sont contre. Hein. L'idée, c'est que vous discutiez entre vous en vous exprimant un petit peu sur votre point de vue, pourquoi vous dites que vous êtes pour et pourquoi vous dites que vous êtes contre. Et on se donne un petit 5 minutes, donc c'est court, hein, parce qu'en plus, nous, dans nos ateliers, on aime bien rythmer pour donner de l'énergie, pour réfléchir vite, pour bénéficier aussi de la spontanéité. Donc, vous avez 5 minutes pour nous faire un petit retour en 1 minute sur ce sur quoi vous allez vous mettre d'accord. Allez, je lance le chronomètre. Donc, là, on est pour les contre et là, on est pour les pour. Alors, allez-y. Moi, je vais chez les contre, ça m'intéresse.
merci pour la participation à cette mise en situation. On a vu, en tout cas, nous, notre groupe, il y a eu des partages d'idées intéressantes. Et donc, rappelez-moi votre prénom. Marie. Si vous pouviez reporter ce qui a été dit dans le groupe, donc côté plutôt positif. Ou sinon, vous pouvez peut-être vous rapprocher. Super. Là, c'est bon. OK. Donc, ce qui s'est dit, c'est que oui, effectivement, pour nous, c'est un modèle qui peut fonctionner, mais par contre, ça nécessite plusieurs conditions. Notamment, on a parlé de confiance. On l'a bien vu avec le télétravail, notamment, que sans confiance, ça ne pouvait pas fonctionner. Qu'il y a justement différentes aussi strates au niveau du collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé constamment de travailler en collectif, on peut aussi faire de l'individuel et du collectif à côté, qu'il y a de nouvelles organisations de travail qui sont montantes, notamment on le voit avec les tiers-lieux, le coworking, et que c'est quelque chose qui continue à avancer. Il faut être motivé pour travailler en groupe, il faut qu'on ait des buts et des objectifs communs, sinon ça ne fonctionne pas si on ne regarde pas dans la même direction. On parle de gouvernance partagée, d'empathie, il faut arriver à se mettre à la place des uns des autres, être à l'écoute, se responsabiliser, être accompagné, et ça on l'a vu aussi à travers le télétravail, si on ne sait pas ce que c'est le télétravail, si on ne sait pas le gérer, et si en même temps on ne comprend pas les gens qui le sont, pareil, ça ne fonctionne pas, donc il y a l'accompagnement, la formation, les soft skills aussi, qui sont importantes pour arriver à gérer ces modes de travail, donc ça prend du temps. 10 ans, c'est possible. Et on a eu l'exemple du G7, G8, qui devient aujourd'hui G20. Donc, on voit qu'il y a des possibilités, en tout cas, positives pour ça. Merci. Alors, et nous, alors je serai porte-parole du coup. Alors nous, on est un petit groupe par rapport à vous, mais on a quand même beaucoup d'intelligence à 5. Alors on est un groupe un peu extrémiste. Il y avait à la fois vraiment les tenants extrêmes de la collaboration qui étaient effectivement, on connaît que le dialogue en fait en soi c'est une évidence, que la collaboration est déjà une réalité. Donc on remet un peu en cause cette assertion en disant que c'est pas 2030, mais en fait globalement c'est déjà aujourd'hui que la collaboration est le système classique. Et puis il y avait les autres extrémistes dont je vais faire l'avocat, on va dire, qui était plutôt à dire que c'est un vrai challenge parce que globalement l'homme en soi, on le voit dans les enfants qui prennent leurs petits jouets là, qui ont ce sentiment de propriété déjà ancré très tôt dans la vie, sont pas forcément toujours portés vers la collaboration, que donc l'homme serait peut-être foncièrement non collaboratif, que le système dominant capitaliste, pareil, a une tendance quand même assez centrifuge, pareil que le système de propriété finalement dominant et universel a également une dimension assez centrifuge et assez séparante d'une certaine manière. Et on pourrait même dire aussi que ça on l'a pas évoqué, mais que l'idée d'État-nation, quelque part, peut être aussi vue comme une forme de séparation des hommes. Enfin, on le voit dans les débats récurrents au niveau européen sur le fédéralisme ou pas, ou la collaboration entre les États. Enfin bref. Voilà, donc c'était les arguments qu'on pouvait dire que finalement en 2030, ça sera toujours un gros challenge parce que franchement, les hommes ne sont pas collaboratifs, ni par essence, ni par système. Voilà. Merci. Oui. Ah oui, bien sûr. Et quand même, oui, quand même un point important qui est dans notre monde qui évolue, c'est effectivement l'émergence, le développement très fort du numérique, de l'intelligence artificielle, et que finalement, qu'en 2030, effectivement, énormément de décisions seront prises par la machine, et donc effectivement, on a un peu réfléchi sur, on a mis en rapport effectivement cet aspect, voilà. L'économie collaborative, mais versus le nombre croissant de décisions qui seront prises par la machine. Et donc finalement, est-ce que l'homme va garder une valeur ajoutée justement du fait que les machines ne peuvent pas vraiment collaborer et avoir cette dimension en plus d'innovation collaborative ou pas. Voilà. Merci de votre participation. Nous, à la FTI, on a relevé le défi parce qu'effectivement, on sait que c'est compliqué. Par contre, vous avez vu, là, en l'espace de plus de 5 minutes, toutes les interventions, les sujets, les prismes, nous, dans les protocoles
protocole qu'on propose, c'est justement de faire augmenter tout ça. Alors sur des caps, parce que comme toute relation partenaire, on a aussi des objectifs à tenir. Mais on peut le faire avec des collaborateurs, on peut le faire avec des syndicats, on peut le faire avec des élus, on peut le faire avec tout un territoire d'associations qui sont impliquées dans, par exemple, la gestion des parcs régionaux. Voilà, donc nous, on a mis au point ces outils et qui nous permet justement de revoir un petit peu différemment les organisations, revoir les offres. Et d'ailleurs, récemment, si on a le temps, on pourra vous montrer une vidéo de Précidec, qui était un industrie qui travaillait beaucoup avec l'aéronautique dans le décolletage de pièces et qui, pendant le Covid, puisqu'on a lancé un appel à projet pour justement en solidarité avec ces entreprises qui étaient un peu en difficulté, les accompagner sur comment se réinventer. Et bien, cette industrie qui était plus en B2B avec voilà, des fabricants d'avions a réussi à ouvrir une offre complètement nouvelle dans le bricolage destinée aux utilisateurs de clous qui peuvent porter 10 kg sans marteau et sans pince. Donc voilà, la collaboration, nous, on la transforme grâce justement à des interventions qu'on a nommé ID Studio, parce que là aussi, le confinement nous a montré que innover, c'est aussi de le faire en accélérant, parce que on gagne du temps, on continue à mobiliser le plus de personnes possible, et notamment par cette ID Studio, on a pendant 4 semaines un atelier par semaine, durant lequel on fait travailler les parties prenantes et au bout des 4 semaines, on a soit une nouvelle offre ou une nouvelle organisation où on a embarqué toutes les parties prenantes par rapport au sujet du début. Je vous propose peut-être rapidement, est-ce qu'on a le temps? Quelle heure il est? Est-ce qu'on a le temps de passer peut-être la vidéo le petit lien? Ouais, super. Est-ce que ça marche ou pas? Ou là, donc, on va avoir un exemple concret. Ça prend ou ça prend pas? Sinon, on laisse tomber. Hein. Sur notre site, vous pouvez la trouver. Bon, là, ça a l'air d'être compliqué. Donc, tant pis, la technique ne nous suit pas. Si, ça marche. Ah merde, non. Tu y arrives? Non. Se bouger. Ça bouge? Ça bouge un peu. C'était bref. Bon, bah écoutez, peut-être en attendant, non, parce que là, je ne sais pas si tu vas y arriver. Peut-être on pourrait lancer un peu le débat sur la collaboration. Donc j'ai vu que certaines avaient eu le privilège et l'occasion d'avoir des projets en collaboratif. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en faire part, ou les difficultés que vous avez peut-être rencontrées, ou au contraire les belles surprises? Ah, c'est parti. Merci Naïma. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va voir le son? Eh non. Alors, nous avons François Bottelier qui s'exprime sur notre expérience. Donc voilà, on était tous en atelier. Ça nous permet de repositionner notre idée d'une manière très claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans la technique, dans l'innovation, on va rapidement sur ce que l'on souhaite développer. Avec cette approche extérieure, ID Studio permet de tout mettre à plat, valider que l'ensemble des acteurs et donc de l'équipe projet est bien en phase, a bien la même démarche, a bien les mêmes souhaits de développement. Et donc ça optimise cette équipe projet. Notre expertise, c'est la simplicité. On fonctionne en 4 ateliers maximum, toujours animés par des binômes de consultants et de designers, ce qui permet d'extraire à la fois l'intelligence émotionnelle et l'intelligence analytique de nos clients. Toutes les méthodes qu'ils présentent d'une manière très rythmée, puisque déjà j'aime bien quand les choses sont rythmées. Et donc là, se dire on se voit toutes les semaines et ces 4 studios, on les fait sur un mois, c'est le bon rythme pour être dans la bonne dynamique. Pour nous, c'est la première innovation chez Précidec. C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Donc si on n'est pas dans ce rythme-là, on aura toutes les bonnes raisons pour faire autre chose, là où on est à l'aise.
utiliser leurs outils qui sont adaptés au projet. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois complémentaire à ce qu'on connaît et à la fois proche de ce qu'on connaît, donc ce qui nous permet de réagir très rapidement et de comprendre leur démarche. Pourquoi on gagne du temps? Parce qu'on met tous les acteurs impliqués autour de la table et on les aligne autour d'un même intérêt. Et ça, en 3 heures, c'est pas facile. Pourquoi on gagne du temps? Également parce qu'on produit les livrables immédiatement en séance. 80% des livrables sont produits en temps réel avec le client. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Nous, lorsqu'on fait du développement de projet, on est autour de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos moyens, de nos équipes. Alors qu'eux, dans la gestion de projet, ils associent à la fois toute la partie client, marketing, marché, alors là, tout ça, c'est des mots qu'on découvre petit à petit, mais aussi de tous les partenaires extérieurs qui sont différents des partenaires qu'on a d'habitude. Donc cette gestion de projet d'ensemble nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus large que ce qu'on aurait pu avoir sans leur appui. Donc voilà, vous avez en direct une illustration de la façon dont on travaille. Voilà, moi on reste ouvert à des questions sur ce qui vous a rendu curieux. Il nous reste... Oui ? Alors, on a fait plusieurs choses, effectivement, puisque quand on prône la collaboration inclusive, c'est aussi des ateliers où on se retrouve à plusieurs, on partage une table, une salle. Donc, effectivement, quand le confinement est arrivé, on s'est dit comment se réinventer. Donc, on a usé nos jeunes cerveaux sur des logiciels participatifs. Donc, on s'est confronté à Klaxoon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc, Mural également pour se faire un petit peu la main, déjà en interne. Durant la semaine, on avait nos réunions, puisqu'on était tous en télétravail, nos réunions de priorisation qui étaient faites avec ces outils-là. Donc, je peux vous dire que rapidement, on est obligé de s'y mettre. Et en même temps, on a maintenant gardé certains réflexes sur cette époque-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notamment pour Précidec, donc comme on avait lancé un appel à projet, eh bien, tous les ateliers qu'on proposait étaient à distance en utilisant ces logiciels-là. Et en utilisant il y a les Zooms sur des interventions comme on avait nos designers aussi graphiques qui illustraient tous les échanges qu'on faisait à travers des représentations graphiques. Donc voilà, on a quand même réussi à faire ces 3 accompagnements puisqu'il y avait 3 lauréats, donc Précidec, il y a eu la Fédération des parcs régionaux, et le 3e, c'était Germinal qui s'interrogeait sur comment se réorganiser en télétravail. Et on a réussi à distance, avec le masque, sans le masque quand on était seul. Mais voilà, donc c'est plutôt via des nouvelles formes conversationnelles à distance qu'on a réussi. Après, ça a marché. Il a fallu aussi que tout le monde monte en compétence dessus, ainsi que les clients. Mais voilà, on a réussi, au bout des 4 ateliers, à aboutir sur des vraies belles choses. Nous, peut-être le petit retour d'expérience, qu'on a aussi des formats d'intelligence collective, globalement, de hyper bien préparer les sessions, encore plus que dans une session physique, quoi, quasiment à la minute près, vraiment bien timer tout le temps, parce qu'en fait, c'est ça qu'en physique, on peut facilement se rattraper, il y a un côté, voilà, alors qu'en digital, tu peux un peu à un moment perdre ton auditoire si c'est pas hyper bien organisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a quand même dû vachement bosser encore plus. Zoom, pour le coup, Zoom a été quand même un outil mieux que d'autres pour ce type d'événement, parce que je sais pas, juste l'interface c'est quand même plus adapté à des formats d'intelligence collective, avec les salles qu'on peut créer, les sous-salles qu'on peut créer, le timer, etc. C'était quand même beaucoup plus adapté. Après, effectivement, réduire un tout petit peu le temps, parce qu'effectivement, plutôt faire des trucs de 2 heures, 3 heures max, parce qu'après, au-delà, ça commence à être trop long. Garder quand même des petits temps de pause. On l'oublie parfois, parce que c'est vrai que quand on est devant un ordi, on peut rester 2 heures, et puis voilà, quoi, mais garder aussi des temps un petit peu mais des petits temps quand même, pour pas que les gens s'en aillent, des petits temps de pause pipi, et de faire un petit break, quoi. Et puis aussi, en fait, être un peu créatif, c'est-à-dire on avait des systèmes
un peu comme on a fait là sur le oui-non, quoi, mais avec les caméras allumées, caméras éteintes, comme ça tu vois les visages qui s'affichent, qui s'éteignent. Enfin voilà, avoir des petits jeux comme ça, des petits icebreakers et des petits jeux pour créer du lien, quoi. Et après, voilà, être aussi un peu détendu, d'être un petit peu dans l'humour aussi, un petit pour voilà, créer un peu de la chaleur, c'est hyper important. Enfin, nous, c'est un petit peu ce qu'on a quand même un peu appris ou réappris pendant les 2 premiers mois là, de confinement pour un peu améliorer ces formats. Ouais, je rajouterais aussi une bienveillance par rapport aux personnes qui avaient plus de difficultés que les autres, et on avait une vraie hotline. Ouais. Et ça, c'est super important. Si on veut instaurer de la bienveillance, si on veut instaurer du bien-être. On avait la hotline, enfin, le premier slide, c'était hotline, le numéro de portable de la personne appelée pour des problèmes de connexion, de machin, des trucs, ça c'est important. Et puis également, nous on avait notre petit groupe WhatsApp en parallèle là, pour s'échanger des infos, parce qu'on avait toujours peur d'envoyer des infos sur le groupe Zoom avec tout le monde, quoi. Enfin bref, voilà ces petits trucs. Ouais. Nous, on ne se connaissait pas avant, en fait. C'est ProDurable qui nous a mis ensemble. Donc, c'est grâce à ProDurable qu'on est devenus colocataires, mais on ne se connaissait pas avant, quoi. Voilà. Mais j'espère qu'on va devenir plus que colocataires. Voilà. Oui. Alors oui, le protocole, c'était 4 ateliers sur 4 semaines. Et alors en présentiel, effectivement, c'était en journée, mais là, on a dû réduire de moitié parce que c'est compliqué d'être concentré aussi longtemps. Mais là, ça se faisait effectivement, la page d'idéation, c'était via les post-it de Klaxoon ou de Mural, tout dépendait. Et qu'il fallait, en fait, on a passé plus de temps en retranscription de ce qui s'affichait, en présentation, en rendu, que en présentiel. Mais voilà, c'était aussi important. Et aujourd'hui, on a des retours comme quoi ils ont affiché ça dans leur bureau, que c'est devenu le totem pour que chacun puisse mettre son idée. Donc nous, on a gagné. Rien que ça, on s'est dit qu'il s'est passé quelque chose. Et donc ça a aussi servi à ça, quoi. Mm-hmm. Comment vous faites et surtout comment vous faites pour aller chercher une partie. Ouais. Comment vous les mobilisez Mm-hmm. Parce que là, je ne sais pas qui était dans vos ateliers. Tout à fait. Ouais. Alors, on a. Donc moi, la réponse que je vous ferai, c'est peut-être sur l'expérience qu'on a eue auprès des parcs régionaux, où avec la fédération, on a décidé avec donc la fédération d'inviter soit des personnes qui étaient responsables de parcs ou des artisans sur une région, sur un territoire. Donc voilà, ça a été une sélection via entre guillemets notre partenaire qui était la fédération, pour travailler autour du sujet, notamment sur une offre écotouristique. Sur les grands... Alors, autre exemple par rapport peut-être au territoire. Alors, à Sens, on n'a pas beaucoup d'expérience sur ce domaine. Par contre, on a fait des marches d'exploration où là... on part déambuler dans les villes, par exemple, et avec un itinéraire, avec des moments où on prend des photos, où on s'arrête et où on fait venir un petit peu les habitants, les citoyens, pour créer un petit peu une histoire, ou en tout cas une espèce d'animation. Et autour d'une animation autour desquelles on fera ensuite des panneaux d'expo pour que petit à petit... on a amené le
le sujet et amener la mobilisation qui ensuite va se transformer en atelier. Mais on ne peut pas à 100. Bon, en tout cas, je ne sais pas faire, même si on vient de terminer un hackathon avec des étudiants, mais c'était des étudiants qui savaient utiliser des logiciels, et sur un territoire, c'est plus complexe. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois que c'est aussi une question d'échelle, quoi. Le retour que je peux avoir là-dessus, c'est que sur la presse, là, donc, quand on parle d'open, enfin, quand on lit là, tous les articles, les trucs sur l'open innovation, souvent on lit effectivement que l'intelligence collective à grande échelle est un peu un champ un peu pas suffisamment utilisé, exploré. Qu'effectivement, avec le digital notamment, théoriquement, il serait beaucoup plus envisageable de mobiliser des concertations, des dialogues, des réflexions collectives à grande échelle, que ce soit au sein d'entreprises, avec des communautés de salariés, que ce soit effectivement dans des territoires, à différents niveaux. Manifestement, c'est un grand champ de développement, et on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, nous, ce qu'on voit, on l'a vu sur l'Urban Lab et sur ces quartiers d'innovation urbaine là, dont j'ai parlé, où on fait ces expérimentations. Je sais qu'il y a 1 an et demi, on a lancé un site internet qui s'appelle monquartierinnove.fr avec justement cet objectif de mobiliser, déjà de faire connaître et de mobiliser les habitants du quartier autour de ces projets, ces expérimentations urbaines, sur leurs besoins, sur leurs ressentis, etc., etc. Le fait est malheureusement que ça a été un peu un échec, il faut le dire. Au bout d'1 an, on avait 15 inscrits sur la plateforme. C'est très peu quand on se trouve dans Paris 13e ou dans Paris 20e, Paris 18e plutôt. Donc on a fini par fermer le truc, bon, parce que ça coûtait quand même de l'argent. Mais bon, ça reste effectivement pour nous un vrai champ de réflexion sur comment le faire, parce qu'on y croit vraiment. On ne peut pas construire la ville sans les habitants. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a des outils qui existent, qui permettent de construire la ville avec les habitants, de la co-construire, mais c'est pas si facile. C'est des expérimentations, en fait. Et donc, on teste. Donc, il y a la marche exploratoire, il y a des expositions faites par des associations. Voilà, on essaye un petit peu de concentrer ça sur les parties prenantes qui fédèrent déjà. Mais on ne peut pas ouvrir à... En tout cas, nous, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Mais moi, ça me paraît compliqué d'ouvrir ça sur des panels aussi larges. Ouais. Après, c'est tout le champ de la civic tech. Donc, il y a tout un champ de start-up, d'innovateurs qui travaillent sur le sujet, qui développent des applis, des sites, des méthodos pour essayer de développer ça. Mais c'est en cours, quoi. Oui, vas-y, Didier. Ouais. Nous, dans le Val-de-Marne, on a travaillé sur le sujet justement de l'écologie, et on avait mobilisé tous les acteurs qui étaient en direct sur ce sujet. La mairie étant super sollicitée par les promoteurs qui arrivaient, et donc ils se sont emparés du sujet en disant voilà, nous on peut plus tout seul. Si on veut faire des pas par rapport aux nouvelles attentes de nos nouveaux habitants, il va falloir qu'on prenne ça sérieusement et qu'on mobilise toute la communauté impliquée là-dedans. Et on a eu des beaux résultats. Mais effectivement, par thématique, on a plus de chances d'embarquer et de résoudre ces sujets. Comment ? Et oui. Oui. C'est petit à petit, oui. Bon, la conférence
s'achève. En tout cas, merci de Merci votre à tous. participation. Bonne fin Nous, de on a salon. notre stand P68. Si vous voulez poursuivre la discussion, on sera ravis. Et sinon, on a un site. Éventuellement, j'aurais besoin de 2 volontaires pour être interviewés par notre chargé de communication, qui se fera un plaisir de vous questionner. Elle a préparé 2-3 petites questions. Donc, qui est prêt à être interviewé par Naïma ?